Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommet du Grand Paris. Merci d'être avec nous pour cette table ronde intitulée La transition énergétique, un défi capital. Alors je pense qu'on est tous d'accord, c'est un enjeu immense. La question c'est plutôt de savoir comment on fait pour y arriver, comment on fait pour mener à bien cette transition énergétique indispensable pour répondre aux défis pressants du dérèglement climatique. La question est d'autant plus épineuse à Paris, dans sa métropole, en région Île-de-France, du fait de la particularité de cette région très dense, très densément peuplée, où il y a une très grande contrainte sur les fonciers. Et donc, on a à la fois une concentration de la consommation de l'énergie et dans le même temps, peut-être un potentiel de développement de production d'énergie beaucoup plus restreint qu'ailleurs. Donc, pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Monin. Vous êtes délégué territorial Île-de-France d'Engie. Bonjour. Bonjour. Daniel Guiraud, vous êtes président de la métropole du Grand Paris chargé de la transition écologique, de la qualité de l'air et du développement des réseaux énergétiques. Et Pierre Maillard, PDG de la société Elio, spécialisée dans les services d'efficacité énergétique. Merci, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Merci à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Daniel Guiraud, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands objectifs de la métropole du Grand Paris en termes de réduction de la consommation énergétique et de développement des énergies renouvelables? Est-ce que vous pouvez nous camper un peu le décor et nous donner les gros chiffres qui nous donnent un petit peu une idée des efforts à réaliser très prochainement? Alors bonjour à toutes et à tous. Les objectifs, c'est très important. Pour moi, ce n'est pas le plus important parce que c'est un terrain qui est très bien balisé. Les objectifs, on les connaît. À échéance 2030 ou à échéance 2050. Moi, je préfère raisonner à échéance 2030 parce que la décennie 2020-2030 est à l'évidence cruciale pour la transition écologique, la transition énergétique. Donc, globalement, nous avons dans notre plan climat air-énergie métropolitain, nous reprenons tous les objectifs qui ont été déclinés depuis la loi royale jusqu'au Green Deal européen d'il y a 2 ans, c'est-à-dire réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici à 2030, une part prépondérante pour les énergies renouvelables et une augmentation de la sobriété, de diminuer d'ici 2030 de 30% la consommation énergétique, ce qui sont des objectifs extrêmement ambitieux. Mais le plus important, ce n'est pas les objectifs. Le plus important, c'est les moyens pour y parvenir et surtout la temporalité. Parce que je pense que le temps nous est compté et que tout converge, tous les derniers rapport Pisani-Ferry, le rapport du Haut Conseil pour le climat. La semaine dernière, la Banque Centrale Européenne a fait une communication avec 3 scénarios à court moyen terme. Et tous les indices convergent vers le fait que la procrastination va avoir un coût. Et tout le retard qu'on prend, on va le payer très très cher si on n'inverse pas la tendance. Je veux dire, on est à l'aise pour en parler au niveau de la métropole du Grand Paris, parce que nous-mêmes, dans un dispositif qui s'appelle la zone faible émission, la ZFE, on a dû, à notre corps défendant au mois de juin dernier, différer de 18 mois la mise en œuvre de ce qu'on appelle le critère 3, c'est-à-dire les véhicules diesel 13 ans et essence 18 ans interdits de circulation à certains jours, à certaines heures. Bon, voilà, et donc, c'est pas notre faute, là c'est l'État qui n'a pas su assumer. Voilà, donc chacun a une part de co-responsabilité dans le retard qui a été pris, mais ce retard n'est pas irréversible, mais si on ne le rattrape pas d'ici 2030, là pour le coup, toute une série de choses deviendront irréversibles. Donc je crois que c'est ça un peu le décor là, qu'on peut planter tous par rapport aux enjeux pour les quelques années qui viennent. 2030, c'est dans 7 ans. Un septennat, c'est plus long qu'un quinquennat, mais c'est néanmoins très court. Donc vraiment, on peut mesurer l'enjeu qui est le nôtre, c'est d'aller très très vite et donner un énorme coup d'accélérateur. Oui, parce qu'on parle de 50% d'énergie renouvelable dans le mix métropolitain. C'est énorme, vous en êtes où aujourd'hui? On en est très loin, très loin. Ça veut dire quoi très loin? On en est où exactement? On aime bien les chiffres, nous les journalistes. Et ça dépend dans quel type d'énergie on parle. Enfin, on en est très 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 loin. Ceci étant dit, il y a un potentiel d'énergie alternative, d'énergie renouvelable sur le champ métropolitain. Alors la métropole du Grand Paris, pour celles et ceux qui ne connaissent pas très bien, c'est un établissement plus récent. Son périmètre, c'est grosso modo au-dessus de la ville de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, 7 millions d'habitants. Donc les chiffres ne sont pas identiques à ceux de l'ensemble de la région Île-de-France, même du
bassin parisien, parce que nous sommes la zone hyperdense, la zone hyperdense. Donc, sur le potentiel de développement des énergies alternatives, alors en térawattheure, c'est-à-dire en milliards de kilowattheures, c'est 0,9 par exemple sur... alors, c'est une convergence d'études. On est à 30 sur la géothermie. On est à 4 sur le solaire voltaïque. On est à 4 également sur l'énergie fatale, c'est-à-dire la récupération de la chaleur dégagée par les data centers, par exemple. On est à 0,9 sur le biogaz. Donc, intéressant. On en reparlera tout à l'heure. Donc, intéressant de savoir. C'est beaucoup et peu à la fois, mais c'est beaucoup parce qu'on en est très très loin de ces 0,9 sur. Voilà. Alors la métropole, c'est un périmètre sur lequel on consomme beaucoup d'énergie, où on en produit relativement peu. Alors après, il y a des raisons objectives qui font que c'est pas sur le périmètre de la métropole du Grand Paris qu'on va déployer des champs d'éoliennes. En revanche, il y a d'autres sources d'énergie. Il y a d'autres sources, on va en parler. D'abord, je voudrais qu'on parle de la réduction de la consommation d'énergie parce qu'on sait que c'est un levier énorme justement pour réussir notre transition énergétique. On parle de réduire de 40% à l'échelle nationale notre consommation énergétique à l'horizon 2030, donc c'est vraiment colossal. La crise de l'énergie l'année dernière qui a induit une flambée des prix a permis de remettre sur le devant de la scène ces questions d'économie d'énergie, que ce soit par l'efficacité ou la sobriété. Et justement, chez Engie, vous avez développé une offre assez intéressante qui permet aux particuliers finalement de diminuer leur consommation de manière automatique et presque sans s'en apercevoir. Un dispositif de flexibilité, vous allez nous en dire un petit peu plus. Oui, alors merci. Alors pour pouvoir parler un petit peu effectivement de ce dispositif, je voudrais d'abord revenir effectivement sur les scénarios et puis les trajectoires, parce que comme vous le dites effectivement, il faut qu'on enclenche dès maintenant des trajectoires qui nous permettent d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors, Engie a travaillé justement sur ces scénarios au niveau alors à la maille européenne, parce qu'il faut réfléchir global mais agir localement. Et on a essayé de travailler de manière complètement complémentaire aux travaux qui avaient été menés au niveau national, en allant regarder les besoins énergétiques que l'on allait avoir à l'horizon 2030, 2040 et puis 2050, en prenant en compte le développement des énergies renouvelables, le développement d'énergies intermittentes, les ENR, l'éolien, le photovoltaïque sont des énergies intermittentes, et en regardant derrière le système énergétique dont on allait avoir besoin pour répondre aux besoins de pointe. Mais pas uniquement aux besoins de pointe au niveau saisonnier ou au niveau mensuel, voire journalier comme c'est fait parfois, mais en allant jusqu'à la maille horaire. Voilà. Et les besoins sont absolument faramineux. Pour répondre à ces besoins, en fait, il faudrait qu'on passe à l'horizon 2050 d'une capacité de flexibilité qui est aujourd'hui de l'ordre de 220 gigawatts au niveau européen à 820 gigawatts. Voilà. Donc il faut qu'on augmente de 600 gigawatts cette flexibilité. Et cette flexibilité, on va aller la chercher à deux endroits. On va aller la chercher dans l'offre, effectivement l'énergie qu'on est capable de produire en à-coup pour répondre aux besoins de pointe, donc que ce soit par turbinage, pompage, que ce soit à partir de batteries ou à partir de cycles combinés thermiques décarbonés. Et puis, on va y répondre également en jouant sur la demande. Et ça va être même être le levier majeur. Donc si on joue par exemple sur le moment où les véhicules électriques seront chargés ou pas, on va jouer sur ce levier-là. Alors tout le monde doit actionner ce levier sur tous les segments de consommation. La mobilité, l'industrie, le tertiaire et les particuliers. Donc pour les particuliers, ce que l'on propose aujourd'hui, c'est d'équiper les logements à travers un dispositif qui s'appelle Mon Pilotage ELEC, d'équiper les logements avec des boîtiers qui permettent de piloter le système électrique, en particulier le système de chauffage, pour permettre d'avoir des micro-coupures, des délestages au moment de pointe. C'est un dispositif qui est entièrement gratuit. Pour les particuliers et pour les collectivités, c'est ça qui... Absolument. Encourage à le déployer. C'est gratuit pour tout le monde. Alors on souhaite le développer et on commence à travailler avec les territoires et les collectivités d'Île-de-France pour le déployer de manière massive. C'est gratuit pour les particuliers. En fait, le système, c'est un système dans lequel on déleste, on enlève un petit peu d'énergie sur le réseau, et donc c'est le réseau, c'est RTE, qui va nous rémunérer
pour avoir permis de délester le réseau. Donc c'est extrêmement vertueux. Il y a une perte de confort pour les particuliers ou pas? Rien. C'est absolument insensible. Voilà. Donc ça, c'est des solutions typiquement qui méritent d'être très rapidement massifiées et qui permettent déjà d'avoir des résultats d'ici 2030. Et quand vous dites massifier, vous envisagez d'en déployer combien, là, par exemple, à l'échelle de la région Île-de-France? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs? Alors, on n'a pas encore d'objectifs chiffrés sur la région Île-de-France. On est aujourd'hui, on a démarré doucement avec à peu près 2000 foyers qui sont équipés. Mais là, on va être en pleine phase d'accélération. On est en train de conventionner avec des territoires pour déployer très vite, et notamment avec l'appui des services sociaux et de solidarité. Très bien, merci beaucoup. Pierre Maillard, la maîtrise de la consommation énergétique, c'est le cœur de métier d'Elio. Vos clients, qu'ils soient industriels, collectivités, par exemple aussi, vous m'avez expliqué, vous travaillez avec les exploitations agricoles. Vous leur proposez à chaque fois un diagnostic de leur consommation, des préconisations de travaux et ensuite un accompagnement dans un troisième temps pour éventuellement le développement de production d'énergie locale. Lorsqu'on a préparé ces échanges, vous me disiez que l'un des plus grands défis, ce serait de mieux flécher les aides, en fait, parce qu'aujourd'hui, il y a une surpondération des aides vers le résidentiel au détriment d'autres secteurs comme l'industrie ou les transports. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sujet? Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc Pierre Maillard, président d'Elio. Elio, on est un acteur de terrain au service de nos clients qui sont les collectivités, qui sont le secteur tertiaire, industriel, agricole, transport. Le résidentiel collectif, l'habitat collectif, qui est un gros consommateur d'énergie, dans lequel il y a beaucoup d'enjeux aussi de maîtrise de la consommation. Et vous avez parlé d'un sujet très important, c'est il faut d'abord, quand on veut parler de réduction de consommation d'énergie, de savoir de quoi on parle, c'est-à-dire maîtriser sa consommation d'énergie. Avoir du pilotage, mais pour avoir du pilotage, pour piloter, il faut savoir comment on consomme, où est-ce qu'on consomme, quand est-ce qu'on consomme. Et c'est déjà la clé pour la suite et pour savoir vers quoi orienter les travaux d'efficacité énergétique. Donc le sujet de l'audit énergétique, qui n'est pas un DPE, qui n'est pas un diagnostic de performance énergétique, un audit dans le sens pur du terme, c'est-à-dire on va analyser un site et la consommation du site, l'utilisation du site, de savoir comment il consomme et comment il pourrait consommer, sans perte d'efficacité. C'est l'enjeu lorsqu'on discute avec des collectivités, par exemple sur la récupération de chaleur des piscines, qu'on va essayer de remettre dans des gymnases ou se connecter à des réseaux de chaleur, ou auprès d'un industriel qui veut améliorer la performance énergétique de ses lignes de production, c'est ne pas perdre d'efficacité. Donc on va travailler des solutions qui vont permettre tant de gagner en efficacité, en productivité, que réduire la consommation d'énergie. Donc pour ça, c'est vraiment l'analyse d'un site. Comment on analyse? On analyse en venant sur place. Et vous l'avez très bien dit juste avant, c'est... en fait, il y a des sujets macro, mais tout se fait par le local, tout se fait par la présence. Et on ne peut pas, c'est un peu se fausser de dire toujours qu'on peut industrialiser les travaux d'efficacité énergétique en France, qu'on a des schémas tout faits, qu'il faut mettre des pompes à chaleur partout, etc. Malheureusement, il faut regarder quand même le cas par cas. Il y a des sujets qui sont très poussifs, qui vont permettre des fortes réductions de consommation d'énergie, mais ça s'étudie au cas par cas en allant sur place, en allant sur les sites, en travaillant avec les utilisateurs, en travaillant avec les propriétaires. Et il y a c'est les enjeux auxquels on fait face au quotidien. Donc sur le sujet du fléchage des aides, sur le sujet des économies d'énergie, il existe en France différents dispositifs d'incitation. Pourquoi est-ce qu'on se lance dans les travaux d'efficacité énergétique? On a tous conscience des enjeux de la transition énergétique, de la transition écologique, des enjeux du climat. Mais la réalité, au plus proche du terrain, c'est qu'on est confronté à un chef d'entreprise, quand on est confronté à une collectivité, quand on est confronté à un particulier, il nous dit juste d'accord, mais moi j'ai tant d'euros de budget à la fin du mois, que ce soit un industriel ou autre. Et qu'est-ce que je vais gagner avec ces travaux-là? Comment est-ce que donc le sujet du climat évidemment est pris en compte, mais le sujet numéro un reste la rentabilité. La rentabilité. Mais aujourd'hui, c'est possible. C'est pas contraire du tout. Au contraire, on peut avoir des sujets très rentables et très efficaces et d'accélérer la transition énergétique. Donc le sujet des aides est de dire qu'aujourd'hui, soit vous protégez le consommateur, donc vous le protégez comment? Vous le protégez en mettant des boucliers tarifaires.
Donc ça, c'est du court-termiste. C'est bien, ça peut régler une solution à très court terme, mais à moyen-long terme... Ça donne un mauvais signal déjà. Ça donne un mauvais signal. Et puis en fait, ça ne vous protégez pas réellement le pouvoir d'achat du consommateur parce que ce qui se passe pendant ce temps-là, c'est que vous placez des hausses du prix de l'énergie. Ce qui s'est passé cette année. On a fait 10%, 15%, on vient de nous réannoncer ce matin 10% pour janvier. De plus pour Exactement, donc on ne va pas être loin des 40% sur 12 mois. Donc dès que vous allez débloquer les points de bouclier tarifaire et autres, et que vous allez avoir après des effets d'adaptation des contrats, vous allez avoir des effets boomerang qui sont considérables. Et si vous n'avez pas travaillé sur les sujets de la consommation elle-même, c'est bien de protéger la facture, mais il faut d'abord, avant tout, avant de payer moins, il faut consommer moins. Nous, c'est ce qu'on préconise, et donc c'est d'avoir une vision moyen-long-termiste. Donc de consommer moins pour consommer moins, c'est d'arriver à inciter tous les secteurs d'activité, et pas que le résidentiel, à faire des travaux d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, on a mobilisé, en France, il y a 2 gros dispositifs d'aide ou d'incitation aux économies d'énergie. Il y en a un qui s'appelle le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Il y a un autre dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov', qui est géré par l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et vous avez après différents autres dispositifs européens ou même nationaux qui viennent aider des industriels. Mais tout ça, ça nous fait une enveloppe entre 8 et 10 milliards d'euros par an. Mais sur cette enveloppe-là, vous avez 80% de cette enveloppe-là qui va à destination du résidentiel. Sur le résidentiel, lui, il ne consomme que 28% de la consommation d'énergie finale. Donc vous avez quand même un gros écart là-dessus. Donc nous, on soutient quand même le fait de travailler un peu tous les secteurs d'activité. Et en plus, quand c'est diffus, c'est-à-dire que sur le résidentiel, c'est bien, mais c'est très diffus. Donc c'est compliqué d'aller étudier et analyser l'économie d'énergie réelle que vous avez fait quand vous avez changé une chaudière, quand vous avez isolé. Donc on a beaucoup d'estimations, on a beaucoup de calculs, c'est évidemment très intéressant, et on a beaucoup de logiciels qui commencent à se mettre en place. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettraient de le mesurer réellement. Mais ce n'est pas encore imposé. Pour cette contrainte. On est pour absolument être capable de mesurer les économies d'énergie réelles. On les mesure d'une façon macro, c'est-à-dire on sait estimer combien ont été livrés, combien de kilowattheures ont été livrés aujourd'hui, à l'instant T, à la seconde, on sait faire aujourd'hui. Mais ce qui est très important, c'est de revenir au local et de dire, OK, là, sur mon opération de travaux d'économie d'énergie, combien j'ai réalisé ? Et d'accompagner ça dans le temps, avec des contrats de performance énergétique. C'est ce qu'on met en place aussi chez Hélio, avec des collectivités, avec des industriels, c'est d'accompagner dans le temps ces travaux-là, pour maîtriser la consommation et travailler sur les économies d'énergie à moyen et long terme. S'assurer que la promesse qu'on a faite n'est pas une promesse dans le vent, mais au contraire qu'elle est réelle et que les économies d'énergie sont suivies dans le temps. Ça, à nos yeux, c'est primordial. Il y a un autre sujet dont on a parlé en préparant les échanges, c'est la question de la formation. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, était d'ailleurs en déplacement ce matin sur ce sujet dans un lycée professionnel en Eure-et-Loire. C'est quelques 200 000 personnes qu'il va falloir recruter rien que pour la rénovation thermique d'ici 2030. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur le terrain ? Quel est votre ressenti ? Ce qui est très, très surprenant, malheureusement, dans le secteur, parce que les 200 000 personnes, qui sont un chiffre qui est estimé, c'est uniquement pour la partie résidentielle. Donc on parle encore que de ce sujet-là, et c'est normal qu'on en parle, et il y a beaucoup d'efforts à faire, mais c'est le sujet du résidentiel, et du résidentiel individuel majoritairement. Ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'en 2021, c'est le record historique du nombre de défaillances d'entreprises dans le BTP et la rénovation. En 2022, c'est le nouveau record historique du nombre de défaillances d'entreprises dans la rénovation énergétique. C'est de montrer qu'on a à quoi c'est dû ? En fait, c'est dû à un effet de paramètres qui sont l'inflation, donc augmentation des restes à charge sur les devis, diminution du pouvoir d'achat. Les ménages n'ont pas forcément les moyens d'engager des travaux quand les travaux leur coûtent plus cher, qu'ils ont plus de restes à charge. Donc il y a cet effet-là. Il y a un effet de diminution des aides. Il y a un effet sur certains dispositifs qui ont fait une chute des aides, donc une chute des incitations financières auprès des ménages en 2021-2022. Donc vous avez une augmentation des restes à charge sur les travaux d'économie d'énergie, qui fait que mécaniquement, vous avez moins de travaux qui se lancent, donc vous avez plus d'entreprises qui ont du mal, des temps de travaux et des prises de décision qui prennent plus de temps, et donc vous avez mécaniquement des BFR, des besoins en fonds de roulement des entreprises qui explosent, de la trésorerie qui s'envole, et donc des entreprises qui sont en situation de défaillance. Et alors qu'au contraire, on devrait soutenir ce secteur-là et accélérer. Et donc oui, il faut former.
Pour former, il faut trouver des gens, il faut trouver des formateurs, trouver des écoles. Il y a beaucoup d'institutions qui en lancent, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui lancent des écoles de formation de rénovation énergétique. Visible aussi, parce il faut les rendre visibles et il quatre faut les pousser. formations peu peuplées finalement. Oui, absolument. Et il y a de la place pour tout le monde. Et au contraire, il faut aller se former. C'est des métiers qui sont passionnants. On touche beaucoup de sujets dans les métiers de la rénovation énergétique. Et voilà, donc on a un gros projet qu'on mène avec Elio qui s'appelle Les Reconstructeurs. Notre objectif est de former plusieurs dizaines de milliers de personnes au métier de la rénovation énergétique par an. Voilà, on s'y attelle, on a des gros partenaires là-dessus. Et notre objectif, c'est d'accélérer, de bouger avec les collectivités. On est embarqué avec les collectivités territoriales dans ces sujets-là. Et c'est à nos yeux un très fort enjeu. Merci Daniel Guiraud pour vous faire rebondir sur ces questions de massification, de rénovation énergétique, notamment dans le secteur résidentiel, un axe fort de la métropole. Vous avez notamment mis en place l'association Grand Paris Climat. L'idée, c'est de fédérer les agences locales d'énergie du climat, les ALEC, qui sont en contact avec les copropriétés notamment. En quoi ça peut accélérer en fait ces travaux de rénovation? Alors, il était envisagé depuis quelques années de coordonner l'action des agences locales énergie-climat qui sont le sel de la terre en termes de rénovation énergétique sur nos territoires. Je ne sais pas au-delà du périmètre, mais je vois ce qui se produit sur le territoire. Les ALEC font un travail de terrain absolument extraordinaire vis-à-vis des particuliers, vis-à-vis des conseils syndicaux de copropriétaires, des bailleurs sociaux pour aider en termes de ressources à permettre de déclencher des opérations de rénovation. Alors, on a créé cette association avant les vacances d'été, on commence à monter en charge, mais en fait, ça existe déjà à travers les ALEC. Donc, on doit verser 250 000 euros en semestre, donc ça fait 500 000 euros par an. Mais surtout, nos interventions financières, dans le cadre du fonds énergétique de 100 millions d'euros qu'on a décidé, elles se font à travers le système SAR, service d'accompagnement à la rénovation énergétique, pour lequel on verse 7 millions d'euros aux ALEC et à différentes initiatives de rénovation thermique. C'est fondamental. C'est fondamental parce que dans les causes des émissions de gaz à effet de serre, la déperdition des centrales, des passoires thermiques, je sais qu'on en a beaucoup sur le périmètre métropolitain, notamment dans les secteurs les plus défavorisés, en Seine-Saint-Denis par exemple. Donc, vous aviez raison de signaler que ce n'est pas uniquement du résidentiel. Nous, on a ciblé, on a une estimation du besoin. C'est la rénovation thermique de 900 000 logements sur notre périmètre et 300 000 à 400 000 sur le secteur tertiaire. Donc ça fait 1,3 million à peu près. Sur quel calendrier toutes ces rénovations? Sur quel calendrier vous espérez réaliser toutes ces 900 000 que vous avez? On essaie d'avoir des effets leviers, c'est-à-dire que nous, avec les fonds d'amorçage qu'on converse, on génère des opérations, on appelle, parce qu'on a un partenariat avec l'ADEME, toute une série d'institutions qui permettent de l'État de monter des dossiers et de démultiplier les financements. Mais ça va coûter très très cher. En fait, ça se chiffre à l'échelle nationale en milliards d'euros, mais en milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est hors de portée du budget de l'État. MaPrimeRénov', c'est très intéressant, c'est nécessaire, mais c'est absolument pas suffisant. MaPrimeRénov', alors nous, on travaille dans le cadre de l'association Grand Paris Climat sur les bilans évaluation des rénovations. Et on se rend compte qu'un grand nombre de rénovations avec MaPrimeRénov', bon, ici, on a changé 2 Velux, là, une porte-fenêtre, c'est très bien, mais c'est pas la totalité du logement. Il faudrait que les rénovations globales et totales des logements, tant dans le résidentiel qu'au niveau des entreprises et des services, pour pouvoir être efficient. Voilà, donc c'est ça qu'on cherche et je pense qu'on a les outils pour y arriver. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, et donc on va essayer d'y arriver. Et sur ces questions de montant, pour rebondir sur une petite actualité, Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques semaines débloquer 500 millions d'euros du fonds vert pour rénover énergétiquement les écoles, quelques 40 à 44 000 écoles dans les 10 prochaines années. C'est évidemment une bonne nouvelle, mais est-ce que c'est à la hauteur des enjeux, selon vous, ces 500 millions d'euros pour rénover toutes ces écoles? Est-ce que c'est la hauteur vraiment des besoins sur le terrain?
Écoutez, d'abord, il faut être sûr qu'ils seront versés, ces 500 millions d'euros. Sur l'école, il y a beaucoup d'effets d'annonce, notamment un enseignant en chaque classe, c'est ce qu'il a à dire. Mais c'est un des segments de l'intervention l'éducation nationale. Alors, ça concerne les collectivités, les écoles maternelles élémentaires, c'est les communes, les collèges, c'est les départements, la région pour les lycées, etc. D'ailleurs, on fait déjà un effort assez important pour essayer de rénover des bâtiments. Moi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. On a un programme de réhabilitation et de reconstruction neuve, de construction neuve de collèges tout à fait exceptionnel. Donc voilà, donc le chemin, il est déjà engagé. Donc effectivement, c'est bien s'il y a cette manne financière supplémentaire qui va aider sur le champ des écoles. Mais est-ce que c'est à hauteur des besoins? Si on considère globalement la question de la rénovation thermique, je répète, ça se chiffre en milliards. L'État n'y arrivera pas. Il faut mobiliser la Caisse des dépôts, je pense, pour arriver à avoir un véritable effet levier pour être à hauteur des besoins. Sans les Caisse des dépôts ou autres, mais le budget de l'État en soi n'y suffira pas. Donc là, on est sur des échelles financières extrêmement importantes. Et sur un enjeu, excusez-moi, qui est aussi extrêmement important, parce que tout ce qu'on va réaliser, je veux dire, à l'échelle 2030, dans les 7 ans, c'est autant d'engranger pour aller vers la neutralité carbone après, quoi. Hein. C'est ce qu'on appelle les cercles vertueux, par opposition à la procrastination et aux cercles vicieux qui ont l'effet inverse. Pierre Maillère, peut-être votre retour d'expérience sur cette question des écoles, vous qui intervenez justement sur ces sujets-là. Sur les écoles, déjà je voudrais souligner quand même le fait qu'on aime bien dans le secteur de la transition écologique, énergétique, se flageller. C'est-à-dire souvent dire ça va pas assez vite, c'est pas bien fait, on met pas assez de budget, etc. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui avancent et qui avancent dans le bon sens. Il y a beaucoup d'élus et de collectivités qui n'ont pas attendu des aides, qui n'ont pas attendu l'annonce de grands plans pour se lancer dans la rénovation des écoles, et heureusement, tant pour les écoliers que pour les professeurs, les instituteurs, etc. Donc déjà, je voudrais quand même souligner le fait qu'il y a déjà des choses qui sont très engagées et des gens qui sont engagés, des responsables locaux et des responsables de territoire qui s'engagent là-dedans. Et nous, on le voit sur le terrain. Le sujet des écoles est souvent des sujets compliqués, parce que ça touche beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs, et les temps de disponibilité des locaux sont très faibles. Donc c'est uniquement les petites vacances ou les grandes vacances l'été. Vous avez beaucoup d'enjeux de rénovation qui ne sont pas simples. Cependant, une fois qu'on a bien fait le travail en amont des travaux, d'analyser, de savoir ce qu'on va faire, le résultat il est souvent exceptionnel, parce qu'on va pouvoir combiner de la production d'énergie, installation de panneaux photovoltaïques, raccordement des réseaux de chaleur, à de l'efficacité énergétique, à du pilotage avec des outils qu'on va mettre pour piloter, pour redonner en fait au directeur d'établissement des capacités de piloter son site. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des établissements, ils reçoivent une facture d'électricité ou de gaz, enfin, des factures d'énergie, et c'est tout. Et quand ils reçoivent un objectif du gouvernement ou de leur rectorat ou au-dessus d'eux, de leur dire vous faites 20% d'économie l'année prochaine, mais en fait ils ne savent même pas comment faire. Ils ne savent même pas quel va être le prix, etc. Ils ne savent même pas si on parle en budget ou en valeur. Enfin, donc il y a quand même des enjeux d'abord, je reviens sur le sujet du pilotage, de savoir comment on consomme et où est-ce qu'on peut faire des travaux d'économie d'énergie. Juste en pilotant, on se rend compte que juste en pilotant, mettant des outils de pilotage sur les sites, on peut réduire de 10 à 20% la consommation d'énergie sans faire de travaux. C'est déjà des chiffres très importants. Potentiel très important. Et ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on a fait ces optimisations, déceler les bâtiments et les locaux sur lesquels on va pouvoir travailler sur l'efficacité énergétique pure. Et donc arriver, in fine, à être dans la ligne directrice de ces objectifs de 30, 40, voire 50% d'économie d'énergie, in fine. Et les contrats de performance énergétique que vous évoquiez tout à l'heure, effectivement, un outil absolument fondamental à utiliser. Absolument. Voilà, et il faut que cette manne soit bien fléchée, effectivement, pour permettre la mise en place de ce type de contrat. C'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, enfin, depuis plusieurs années maintenant, déjà, des contrats de performance énergétique qu'Engie a mis en place avec les écoles de la ville de Paris. Écoles de la ville de Paris. Très bien. Alors, on a beaucoup parlé d'économie d'énergie. Il ne reste plus beaucoup de temps, mais on va quand même parler de développement des capacités de production d'énergie locale. Pierre Monin, je vous donne la parole justement. Est-ce que Engie, voilà, en Ile-de-France, sur Paris, la métropole, qui est, on le répète, un territoire très spécifique parce que très densément peuplé, avec une contrainte forte sur le foncier et beaucoup de concurrence d'usage, est-ce que vous arrivez à développer justement des nouvelles capacités de production renouvelables ?
C'est une très bonne question parce que la capacité à développer des énergies renouvelables est effectivement complètement liée à la question du foncier, sur lequel on a une pression de plus en plus forte, a fortiori en zone métropolitaine. Néanmoins, on a en Ile-de-France quand même une chance exceptionnelle, c'est qu'on est sans doute la métropole au monde qui a la plus grande capacité en termes de développement de géothermie. Il faut savoir que l'Île-de-France est traversée de part en part, enfin d'est en ouest plus précisément, par des nappes aquifères qui permettent justement d'aller pomper en profondeur, pomper, non plus exactement, échanger la chaleur avec l'eau de ces nappes, et ce qui permet de faire de la géothermie de profondeur. Alors ça s'est beaucoup développé dans un premier temps dans l'Est parisien, parce que les nappes sont un petit peu moins profondes, mais de plus en plus également vers l'Ouest parisien, puisqu'on a des technologies aujourd'hui qui permettent de bien forer et de bien aller chercher cette chaleur. Donc on le développe aujourd'hui, on a lancé des géothermies récemment sur Rueil-Malmaison, sur Vélizy, il y en a d'autres en cours, et donc on a encore un énorme potentiel d'un point de vue géothermie en Ile-de-France. Alors là je parle de la géothermie de profondeur, mais on peut également développer, et il va falloir développer la géothermie de surface. Donc là, on va aller chercher beaucoup moins profond, avec des réseaux plus diffus, la chaleur qui se trouve à moindre profondeur, à quelques dizaines de mètres de profondeur. Et ça peut servir à l'échelle de quartier ou même à l'échelle de bâtiments. Et ça peut également servir à construire. Alors, la géothermie de profondeur, vous allez construire des grands réseaux qui sont utiles en zone dense. Sur des zones moins denses, la géothermie de surface a tout son sens. Une question un peu naïve, mais est-ce qu'aujourd'hui en Ile-de-France, c'est désormais inconcevable, inenvisageable de déployer des éoliennes? Ça se fera plus jamais? Les éoliennes, il y a un peu de potentiel. Il y a un petit peu de potentiel aux marges de l'Île-de-France, si vous regardez sud de l'Est, enfin les marges de l'Île-de-France, pas la zone métropolitaine, il y a un peu de potentiel. Aujourd'hui, il n'y a pas de volonté politique et citoyenne d'aller là-dessus. Peut-être que le débat se rouvrira un jour. Il faut avoir en tête quand même que dans un contexte de raréfaction du foncier, vous produisez beaucoup plus d'énergie avec une emprise foncière moindre avec une éolienne que si vous développez du photovoltaïque. Oui, c'est un point très intéressant. Voilà. Mais quand même, en zone dense, je pense que la première chose à travailler, c'est la question des réseaux de chaleur, des réseaux de froid également. Ça va être un vrai sujet. Parce qu'avec les questions d'îlots de chaleur qui vont se développer, si vous laissez la climatisation se développer de manière complètement anarchique, vous allez avoir un très très gros problème énergétique. Donc il faut développer les réseaux de froid. Et vous pouvez combiner d'ailleurs la production de chaud et de froid. Aujourd'hui, en Seine-Saint-Denis, dans le quartier Pleyel, on est en train de développer avec une géothermie justement un réseau chaud et froid qui va alimenter notamment le village des athlètes qui sera plus tard converti en logement. Il nous reste moins de 3 minutes. Peut-être un mot sur le biogaz qu'on a rapidement évoqué tout à l'heure. Biogaz que vous défendez chez Engie de par votre ADN de gazier, notamment pour les usages de chauffage qui a pu faire polémique ces dernières semaines par rapport aux chaudières à gaz. Alors, il y a un petit raccourci parce qu'on ne le défend pas parce qu'on a un ADN de gazier. Par contre, comme on a un ADN de gazier, on sait à quoi sert le gaz et pourquoi on a besoin du gaz, effectivement, dans le mix énergétique futur. Grosso modo, on estime que la consommation de gaz en Europe aura diminué de moitié en Europe et également en France, passant de 470 TWh à 240, je crois, en 2050. Mais par contre, effectivement, il va falloir le verdir. Il est indispensable, il est indispensable notamment à la flexibilité, il est indispensable à certains usages industriels. Effectivement, on pense qu'il y aura encore du gaz dans les logements en 2050 pour des raisons économiques, pour des raisons de flexibilité. Par contre, il faut le verdir, il faut développer du biogaz. Alors, pour nous, 2050, ça sera à peu près en France 15% de logements qui seront avec des chaudières biogaz. Il y aura également des pompes à chaleur couplées hybrides. Donc avec une alimentation gaz qui ont la vertu par rapport à des pompes à chaleur électriques de permettre, si vous voulez, si vous avez une pompe à chaleur classique, et bien vous allez aux heures de pointe tirer sur le réseau électrique. Donc le fait de développer des pompes à chaleur hybrides gaz, ça permet d'éviter 12 gigawatts de capacité supplémentaire à activer électrique, et donc ça fait 2,7 milliards d'euros par an. Donc c'est très important d'avoir ces facteurs économiques en tête, que ce soit pour les ménages, effectivement, leur capacité à renouveler les chaudières, ou même pour nous à développer nos réseaux électriques, pour comprendre pourquoi on a besoin du gaz. Et derrière, ça veut dire
faire de la méthanisation, entre autres. Et justement, faire la méthanisation, c'est possible donc du coup sur la métropole du Grand Paris. Comment ça se développe? Alors, est-ce que c'est accepté? C'est possible, mais un peu comme en province avec les champs d'éoliennes, on est confronté sur la méthanisation parfois à une question d'acceptabilité ou de non-acceptabilité. Moi, j'ai un souvenir malheureux, on avait monté une expérience avec le SICTOM d'une usine de méthanisation à Romainville, où il a fallu plier les gaules et arrêter le projet parce qu'il y avait une mobilisation des riverains sur le thème ça va exploser comme AZF à Toulouse, donc il ne faut pas le faire, etc. Et on a dû céder. Bon, voilà, donc il y a un travail d'explication aussi. Je pense qu'on ne peut pas, d'ailleurs, le projet SICTOM n'était pas bon parce qu'on n'avait pas commencé à travailler avec les habitants. Mais il faut avoir ce travail de dialogue si on veut avancer, quoi. Sinon, on va se retrouver comme en province. C'est-à-dire, il y a les champs d'éoliennes entre les schémas les contrats de projet État-région, dans chacune des régions. Il y a un nombre incroyable de projets d'éoliennes, mais qui sont au point mort, tout simplement parce qu'il y a des recours, des associations, et c'est le syndrome not in my backyard, faites-le ailleurs, quoi. C'est ça. Comment on arrive à réfléchir pour éviter ça, pour éviter qu'on se dresse contre les projets d'énergie renouvelable par égoïsme quelque part. Donc je crois qu'il faut beaucoup discuter, il faut amener les choses d'une autre manière. On n'a peut-être pas été assez bon dans ce pays jusqu'à présent, tous, État, collectivités et différents acteurs, pour arriver à susciter l'adhésion. Voilà. Ça, on ne peut pas le faire contre la population, il faut le faire avec, donc il faut trouver les voies et les moyens. Ne pas négliger l'acceptabilité, même pour le biogaz qui est peut-être moins visible que les éoliennes. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois, merci pour ces échanges. Je laisse la place à Sophie Ibera qui vous parlera des JO et de parité. Merci beaucoup, au revoir.